Et aujourd'hui, le mouvement humanitaire est partagé d'une certaine manière, je dirais, en deux courants principaux, quoique c'est très approximatif ce que je dis là, disons très schématiquement, est partagé entre deux courants principaux. Un courant qui se situe dans la foulée de ces interventions d'humanité, et il y a un autre courant qui se veut peut-être plus contestataire, en tout cas qui veut s'affranchir de cette logique, qui refuse de s'inscrire dans ces logiques de pouvoir. C'est par exemple le courant qui ne se reconnaît pas dans cette théorie dite du droit d'ingérence, et qu'une partie des ambiguïtés dont on a discuté ce matin réside dans l'existence simultanée sur le territoire de l'humanitaire de ces deux courants qui s'entremêlent et qui se contredisent tout en même temps. Nous alertons toujours sur la nécessité pour les gouvernements d'États démocratiques de reprendre le contrôle de la mondialisation, de jouer son rôle de régulation pour plus d'équité et de justice sociale. Vous savez que nous nous battons au cours de chaque conflit armé pour le respect du droit international humanitaire, et heureusement que ce sont les États qui en sont les signataires et les garants, ni les ONG, ni les compagnies privées. Le rôle de l'État est sans cesse rappelé dans nos prises de parole, et nous ne sommes donc pas dans un questionnement plus de société civile pour moins d'État. Et selon nous, l'État reste le principal vecteur de la solidarité nationale et internationale, mais non pas forcément quand il fait de l'humanitaire, plutôt quand il permet l'accès aux droits de l'homme, aux droits internationaux humanitaires, aux droits économiques et sociaux, pour tous, donc pour les plus vulnérables. Plus personne ne conteste aujourd'hui que les États peuvent, dans certains cas particulièrement graves, engager leurs responsabilités, même si leur violation du droit international ne cause pas un dommage à un autre État. C'est ce que le projet de la CDI, la Commission du droit international, avait adopté en première lecture en 1996, appelait les crimes internationaux de l'État. C'était une expression imagée qui, personnellement, ne me choquait pas. Et son nouveau projet, celui qu'elle a adopté cette année, désigne la même notion, en fait, par une périphrase un peu plus laborieuse, moins évocatrice. On parle maintenant de violations graves, d'obligations, de normes impératives, c'est-à-dire de normes auxquelles on ne peut pas déroger, de normes impératives du droit international général. Une autre conséquence de ces violations exceptionnellement graves du droit international, les crimes internationaux, est ce qu'on pourrait appeler la transparence de l'État. L'une de ces conséquences fondamentales, c'est que les personnes physiques par lesquelles l'État agit, les chefs d'État ou de gouvernement, les ministres, les responsables militaires, perdent, dans le cas de crime, l'immunité traditionnelle et doivent en tout cas, et peuvent en tout cas, être appelés à répondre personnellement de leurs actes, ce qui est également très nouveau. On peut dire qu'à la fois l'importance des problèmes à traiter, leur diversité géographique, la taille de nos organisations, leur présence dans les zones de difficulté et nos capacités à mobiliser des moyens font que de nos sociétés des interlocuteurs naturels de l'action humanitaire, à la fois dans le domaine de la prévention et dans celui de l'action. Se pose donc pour nous le problème de définir quelles sont les actions licites, c'est-à-dire compatibles avec la mission de l'entreprise, pour pouvoir aborder la notion de responsabilité. Nous ne sommes pas en faveur des mesures unilatérales prises par des États. Et nous pensons que l'ONU a son plein rôle à jouer dans ce domaine. Dire ce qui peut être fait est véritablement de sa responsabilité et non de celle des entreprises. En Afghanistan, nous sommes, nous Français, depuis début octobre, à travers le plan que nous avons présenté le 1er octobre, justement, très, très engagés sur la dimension politique et reconstruction. Alors, il y a l'action militaire, jugée légitime par le Conseil de sécurité, qui se poursuit, qui va aboutir. Mais pour nous, il ne s'agit pas simplement, même si c'est très important, d'aller détruire les capacités de nuisance du système Al-Qaïda. Pour nous, la question du peuple afghan est très importante. Et c'est une occasion, tout ça, de redonner un avenir au peuple afghan qui en est cruellement privé depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, voilà exactement un cas, pour le moment. J'espère que ça évoluera bien en matière afghane, où le système international, je trouve, fonctionne un peu comme il devrait pouvoir fonctionner si les choses étaient bien harmonisées, chacun exerçant à plein sa responsabilité, et dans lequel les gouvernements, les organisations internationales,
les ONG, qui sont tout à fait essentielles par rapport à ça, arrivent pour le moment à combiner leur action. C'est à cette explosion de violence planétaire que l'humanitaire est le premier confronté. Et la question, c'est, est-ce à l'humanitaire d'apporter une réponse à ce défi qui lui est posé, auquel les équipes d'action contre la faim, dont je suis donc présidente, sont confrontées dans un grand nombre de pays aujourd'hui, cette émancipation de la violence en Sierra Leone ou en Afghanistan, et qui nous rend si perplexes sur les solutions aujourd'hui mises en œuvre par le politique. Alors comment peut faire l'humanitaire? Est-ce que c'est par la seule force de ses petites mains? Nous obtenons certes des résultats, mais à deux conditions. D'abord, pouvoir accéder véritablement aux victimes, et ça, très souvent, ce sont des conditions qui ne sont pas remplies. Deuxièmement, à condition, notre action ne peut être durable à condition que la sécurité, la paix et la démocratie reviennent. Les ONG, et là peut-être, je crois qu'il y a de l'autocritique à faire, manquent d'efforts dans la clarté de leur mandat. Je pense qu'elles sont centrées sur cette notion de solidarité, c'est-à-dire centrées sur l'individu, sur le social, pour faire court. Et la confusion, elle est peut-être beaucoup dans le fait que, et elle est encore plus nette dans le domaine de l'urgence et de l'humanitaire, c'est-à-dire on confond un peu solidarité et assistance. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire pour que les ONG retrouvent la signification de leur geste d'assistance. En fait, c'est le sens du geste qui doit compter beaucoup plus que sa technicité. Et à partir de là, les ONG ont un rôle qui doit différer de celui de simples providers, j'allais dire, fournisseurs d'aide et de camions. Alors vous, les humanitaires, votre problème, c'est de ne pas tomber dans le mélange des genres, j'imagine. C'est-à-dire de ne pas tomber soit dans l'argent, ça évidemment c'est la tentation, soit aussi de tomber dans la manipulation politique. Voilà. Je voudrais dire que ces premiers États généraux ont jeté les bases d'un dialogue indispensable entre toutes les composantes de la société. À l'heure de tous les dangers, il importait à la fois de resserrer les rangs, d'approfondir le dialogue. La survie de l'humanité est à ce prix. Ce prix, c'est celui d'un dialogue renouvelé entre les civilisations, un dialogue renouvelé fondé sur des solidarités renforcées entre le Nord et le Sud et à l'intérieur de chacune de nos sociétés. Ces premiers États généraux qui, comme le rappelait le président Forny, perpétuent la mémoire des premiers États généraux de la Révolution en appellent d'autres. Ils nous invitent, je le redis très fortement, chacun à notre place, de dialoguer avec l'autre sans confusion des rôles, mais dans un souci de synergie qui permet d'avancer plus vite pour la solidarité et pour la paix. Je vous remercie.